bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une émission format court, 10 minutes, issue d'une émission que nous avions faite il y a quelques mois sur l'Asie centrale. L'Asie centrale, si vous voulez, a été totalement méconnue parce que dans le passé, elle était sous contrôle essentiellement de l'Union soviétique pour une partie. Donc la Russie, elle faisait partie de l'empire de la Russie. Et d'un autre côté, d'autres pays étaient complètement oubliés, pris entre la Russie et la Chine. On les regardait pas. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? C'est que c'est devenu, au niveau stratégique, une zone du monde extrêmement importante parce qu'ils ont des énergies, ils ont des vraies capacités de développement, agricoles, industriels et autres. Ils sont pris entre, d'un côté la Russie, de l'autre côté la Chine, et ils veulent affirmer une certaine indépendance, ils veulent exister. Hein. Ce sont des pays qu'il ne faut pas oublier sur le plan de l'histoire, font partie des bases de l'humanité, parce que de là est partie une bonne partie de l'humanité, que ce soit les grandes invasions qui sont venues vers l'Europe, que ce soit les civilisations anciennes, elles sont parties de là-bas. Donc c'est une zone qui a une longue histoire. Un exemple, par exemple, le Kazakhstan aujourd'hui est en train de devenir une véritable puissance économique, politique, stratégique, et qu'on ne peut pas négliger. Mais quand vous regardez de l'autre côté les pays qui sont à la frontière de la Chine, vous apercevez aussi qu'ils ont une importance considérable, parce qu'à travers ces pays-là vont passer les pipelines qui vont approvisionner la Chine en venant du Moyen-Orient, que les routes et les voies ferrées qui vont aller de la Chine vers l'Europe passeront dans cette région-là. Mais c'est une zone également qui se développe économiquement et donc qui va avoir des besoins auxquels les Européens en particulier pourraient parfaitement répondre s'ils savent saisir la balle au bon. Alors, pour parler de l'Asie centrale, il faut chercher des spécialistes et des experts. Et donc j'ai invité Catherine Poujol, bonjour. Bonjour. Qui est professeure d'histoire de l'Asie centrale à l'INALCO, donc qui est une spécialiste de cette zone du monde et qui, comme vient de le dire Claude, a un rôle essentiel. Pourquoi? Elle est au-dessus de tout ce Proche-Orient dont nous parlons tout le temps, avec toutes les influences et les problèmes que ça pose. Par exemple, sur un côté, elle est mitoyenne de l'Afghanistan. Tout le monde parle de l'Afghanistan, mais personne ne sait que juste au-dessus, il y a des pays d'Asie centrale qui ont eu un rôle durant toute l'affaire de l'Afghanistan et qui encore aujourd'hui ont un rôle important à côté du royaume des talibans. Quand vous regardez cet ensemble de pays, on les connaît pas, on les connaît très peu, et on a l'impression que ce sont des petits pays. Pas du tout. Ce sont, et on va en parler, de grandes puissances, mais ce sont des pays en fort développement, avec de vraies richesses, de vraies capacités. Et justement, c'est pour ça qu'il faut les connaître et il faut comprendre tout l'intérêt que nous avons, nous Français, à avoir des relations avec eux. Comment, avec votre expérience et avec votre connaissance de cette zone, comment voyez-vous son positionnement actuel et son évolution actuelle? Géographiquement, ils ne peuvent pas bouger. Donc là où ils sont, ils y restent. Ce pays, qui est grand comme 5 fois la France, le Kazakhstan, avec 19 millions d'habitants, dont 3,5 millions de Russes, est donc voisin des deux grandes puissances dont on parle beaucoup en ce moment, la Russie et la Chine. Après, il y a un autre poids lourd régional, c'est l'Ouzbékistan. C'est le pays le plus peuplé. Si le Kazakhstan est le plus vaste, l'Ouzbékistan, c'est celui qui comporte la moitié des habitants de la zone. Donc ce positionnement fait que c'est une région particulièrement enclavée, mais pour autant, c'est le chaînon manquant de l'histoire de la route de la soie, depuis la première route de la soie, de toute éternité, depuis pratiquement le néolithique. Donc c'est le croisement. Donc cette zone qui est toujours loin de tout est en même temps, à l'époque où il n'y avait pas de transport aérien, où les transports étaient caravaniers, terrestres,
c'était l'endroit par lequel on devait nécessairement passer. Et on l'a vu avec, je me souviens à l'époque de l'Empire perse aussi, où il y avait une forte influence, effectivement, de cette zone-là. Il y a eu toutes sortes d'influences, et ce qui est intéressant dans l'Asie centrale, et c'est pour ça que c'est passionnant à étudier, c'est que ces influences ont fait des couches, se sont superposées et ne sont jamais dissoutes. Elles sont présentes, ces influences. Et vous avez des gens qui sont devenus musulmans, mais qui pratiquent encore des rituels zoroastriens sans trop savoir pourquoi ils le font. Et il y a eu ensuite l'influence musulmane. La zone, effectivement, a été islamisée au sud, au 8e siècle, et ça a mis 1000 ans pour remonter jusqu'au nord du Kazakhstan. Oui. D'un autre côté, quand les Russes sont occupés, enfin du moins contrôlaient véritablement cette zone-là, que ça faisait partie de l'Empire soviétique, on peut dire, ils ont beaucoup envoyé de monde là-bas, puis ils sont installés dans le spatial. Tout le monde sait que tout le monde sait. Baïkonour, la base centrale pour les envois de gens et de fusées d'ailleurs vers l'espace, c'était Baïkonour qui est au Kazakhstan. Les gens croient que c'est en Russie, pas du tout. Et Baïkonour, effectivement, c'était le seul endroit de l'URSS qui correspondait à une possibilité de lancement optimal de fusées. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, et c'est toujours valable aujourd'hui, ces pays étaient, sur le plan minier en particulier, sont très riches. Le Kazakhstan est le plus gros fournisseur d'uranium. 43%. 43% d'uranium. Les Français achètent de l'uranium kazakh. Bien sûr, tout à fait. Mais les Américains aussi, d'ailleurs. Tout le monde. Mais ce qui est amusant, c'est que ça passe par la Russie. Quand on voit tout ce qu'on nous raconte, et le fait, l'opposition, les conflits et tout, et puis on s'aperçoit que sur l'uranium, on ferme les yeux. Pourquoi on ne peut pas acheter directement au pays qui produit de l'uranium et ça passe par la Russie ? Le maître mot maintenant dans l'Eurasie, c'est la logistique. Donc ça part en train, ça arrive sur un port Saint-Pétersbourg, et après ça prend un bateau et ça arrive au Havre. Donc ça passe par la Russie. Oui, ça passe par la Russie. Oui. Mais les tubes aussi passaient par la Russie. C'est pour ça qu'il y a eu depuis 30 ans beaucoup de projets alternatifs. Et en ce moment, le fameux corridor médian, qui doit passer par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Et là, on revient aux routes de la soie. On parlait des Russes, on parlait de l'évolution de ces pays, mais d'un autre côté, il y a les Chinois qui ont un rôle qui est de plus en plus important. Il y a une donnée de base qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Asie centrale est très sinophobe. Et les Chinois le savent. Donc, régulièrement au Kyrgyzstan, il y a des magasins qui flambent, des magasins chinois qui flambent. Et le positionnement chinois est très ambivalent, parce que le premier voyage de Xi Jinping, quand il est sorti de l'isolement Covid et qu'il est sorti de son pays pour la première fois, il est allé dans une conférence internationale de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan, et il s'est arrêté au Kazakhstan. Et quand il s'est arrêté au Kazakhstan, qu'est-ce qu'il a dit au président Tokayev au Kazakhstan ? Si votre territoire est attaqué par une puissance étrangère, on est là pour vous défendre. Donc, en réalité, ma compréhension des choses, c'est que la Chine fait comprendre à la Russie que l'étranger proche que constitue l'Asie centrale n'est plus l'étranger proche uniquement de la Russie. C'est aussi l'étranger proche de la Chine. Bon. Et puis, ils ont quand même en dessous, et on l'évoquait tout à l'heure dans leur positionnement géographique, en dessous, il y a le Moyen-Orient et la Turquie. La Turquie, le Erdogan qui vient d'être réélu, lui, a une vision de l'Empire ottoman qui empiète, on peut dire, un peu sur cette zone. Depuis 2020, depuis la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cause du Karabakh, où la Turquie a pris position fait et cause pour l'Azerbaïdjan, la guerre a été gagnée à ce moment-là par l'Azerbaïdjan, et là, ça a été la relance de la Turquie vers l'Asie centrale. Ils ont refondé un groupe qui s'appelait le Conseil turcique, qui avait été fondé en 2009. Ils l'ont refondé en Organisation des États turciques. Et là, même le Turkménistan, qui était neutre jusqu'à présent, qui était le seul pays neutre, il est rentré dans cette structure. On a l'impression que ces pays, en définitive, sont plutôt des pays commerçants et pacifistes. Enfin, ils n'ont pas l'air d'être très... Ils n'ont pas des armées impressionnantes. Alors, c'est contrairement à la Turquie ou à d'autres. Au moment de la dislocation de l'URSS, le seul pays qui avait beaucoup d'armement,
disons, c'était le Kazakhstan. Oui. Parce qu'il avait 1200 têtes nucléaires et il avait une quantité de chars extraordinaire parce que l'URSS, dans ses négociations de désarmement avec les États-Unis, avait planqué du matériel au Kazakhstan. Mais les 1200 têtes nucléaires ont été démantelées dès le début, avec l'aide, non pas des Russes, mais des Américains, comme ça s'est passé en Ukraine, etc., etc. Et à ce moment-là, disons, le fonds de commerce du Kazakhstan pour sortir dans l'arène internationale était de montrer son côté pacifique. Et il a fait construire une pyramide de la concorde religieuse. Donc il a tout un discours qui, bon, au début est un discours politique, de concorde interethnique, interreligieuse, etc., de paix, ils ne vont jamais attaquer, etc. Mais bon, aujourd'hui, ça prend une dimension intéressante. Ils font partie, sauf l'Ouzbékistan et le Turkménistan, ils font partie de l'organisation du traité de sécurité collective fondée par la Russie au moment de la dislocation de l'URSS. Et c'est ce traité-là qui, au nom de ce traité, qu'au mois de janvier 2022, il y a eu des événements très graves au Kazakhstan, un mois avant la guerre, l'intervention russe en Ukraine. Et pour la première fois en 30 ans, il y a eu un corps expéditionnaire qui a été envoyé pour établir l'ordre au Kazakhstan. Donc en fait, le président kazakh doit son poste à cette intervention quelque part. C'est ça. Et comme on reviendra là-dessus, je suppose, tous ces pays d'Asie centrale sont neutres par rapport à la question ukrainienne. Eh bien, les propagandistes russes reprochent très vertement à M. Tokayev de ne pas prendre parti. De ne pas prendre parti, on l'a sauvé et voilà ce que vous nous faites. Et on a l'impression que, comme dans d'autres coins du monde d'ailleurs, ces pays de moyenne puissance sont en train de vouloir constituer un pôle. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans la multipolarité du monde actuel ? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement, progressivement, l'émergence d'un pôle parmi d'autres, qui serait le pôle Asie centrale, et qui affirmerait ses spécificités de plus en plus ? C'est effectivement le moment pour eux de se poser la question qu'ils ont tenté de résoudre depuis 30 ans, c'est celle de l'intégration. Alors, je ne suis pas sûre que l'Asie centrale va avoir cette audace de se dire on est un bloc, parce qu'il faudrait dans ces cas-là qu'il y ait un leader. Alors si le leader c'est le Kazakhstan, est-ce que les autres vont le rival, le challenger c'est l'Ouzbékistan. Effectivement, ils ont signé l'automne dernier un très grand accord de coopération, les deux pays. Ça c'est très important à suivre. S'il y a une intégration, elle se fera sur ces deux pôles. Là, ça sera une intégration bicéphale. Donc, c'est un pays à suivre. Et en plus, ils ont un discours sur la concorde sociale et la démocratie. Ça, l'état de droit, en tout cas. Donc, c'est important parce que dans la région, le mot démocratie est un mot très, très galvaudé. Et quand alors, par contre, c'est vu par la population, mais quand les élites en parlent, pour nous faire plaisir, elles y croient quand même. Je pense que l'Union européenne a une carte à jouer en Asie centrale. Et je vous remercie de tous ces éclairages parce que je pense que vraiment c'est une zone qui va devenir de plus en plus importante. On l'a évoqué dans tous les domaines, qui va devenir de plus en plus importante, politiquement, économiquement, géopolitiquement, socialement, enfin dans tous les domaines. Et je pense qu'elle est malheureusement très méconnue. Oui, tout à fait. Cette pauvre Asie centrale, dans l'histoire, elle a passé son temps à disparaître et à réapparaître. Disparaître, être oubliée complètement pendant un siècle, réapparaître. Au 19e siècle, les voyageurs sont partis découvrir l'Asie centrale, puis ça a disparu dans l'URSS, puis ça est réapparu en 91. Et en fait, elle est toujours là. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure en vous remerciant de nous avoir éclairés sur cette région. Et peut-être que dans quelques temps, on aura l'occasion d'en reparler, parce que tout ça, ça pourrait bouger. Tout à fait. Surtout avec toutes les tensions qui se passent autour et les positionnements choisis par les uns et par les autres. Merci.